Mesdames, Messieurs, vous allez pouvoir boucler vos valises. Et c'est parti pour un voyage plein de tendresse aux quatre coins du monde. Enfin, tendresse, ça dépend. Cette semaine, à l'occasion de la fête des pères, on va rendre hommage au papa. Quel rôle occupe-t-il au sein de la famille, ici et ailleurs? Sont-ils investis dans l'éducation de leurs enfants? Un peu, beaucoup? Pas du tout, ça arrive, eh oui. Y a-t-il des congés paternité dans tous les pays ou pas? Bref, papa gâteau ou papa macho, papa à plein temps ou papa intermittent. C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos interlocuteurs du jour. En Amérique du Nord, Claude Deschênes, qui nous attend à Montréal. En Afrique, Gérard Grisbeck, qu'on retrouvera à Dakar. En Amérique du Sud, Sarah Nabli, qui nous donne rendez-vous à Medellín, c'est en Colombie. Et enfin en Europe, François Baudonnet, notre correspondant permanent à Rome. Voilà. Alors, dans la famille Deschênes, je demande le père. Et tout de suite, on s'envole pour le Canada et au Québec en particulier. Vous allez voir que les papas prennent leur rôle là-bas très à cœur. Alors, pas question de faire l'impasse sur leur vie de famille. La preuve, avec une actualité récente qui a bouleversé la vie politique du pays. Et ici, on ne connaît pas. Alors, de quoi s'agit-il, Claude? Bonjour. Bonjour William. Eh oui, le 2 mai dernier, Pierre-Carl Péladeau, le chef du Parti québécois, qui est le parti de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, a surpris tout le monde en disant qu'il quittait sur le champ toutes ses fonctions politiques pour le bien-être de sa famille. La famille avant la politique, a-t-il dit avec des sanglots dans la voix. C'est qu'il en était venu à cette conclusion s'il voulait obtenir la garde partagée de ses enfants, les enfants qu'il avait eus avec Julie Snyder, qui est la grande animatrice très, très connue et productrice ici. Alors, ça a fait un tabac, ça a été hyper médiatisé comme décision, et ça a fait ressortir le fait que la conciliation travail-famille ici, bien, ça a beaucoup changé. On a beaucoup changé au Québec en cette matière-là. Alors, qu'est-ce qui a changé, justement? Soyons concrets. Le rôle des pères, est-ce que ça a beaucoup évolué, du coup? Ah oui, absolument. Écoutez, il y a 25 ans, le psychanalyste Guy Corneau a fait un constat dramatique. Les pères québécois manquaient à leurs responsabilités paternelles en n'étant pas suffisamment présents, en n'exprimant pas non plus leurs émotions, et ça avait un résultat désastreux sur la famille. D'ailleurs, le titre de son livre, qui a été un best-seller international, Père manquant, fils manqué, disait à peu près à quoi ça ressemblait. Alors, cet électrochoc-là a fait en sorte que on s'est penché sur la question. Il y a des associations qui ont été formées pour aider les pères à prendre ce rôle-là au sérieux. Et parmi les mesures importantes qui ont été prises, bien, il y a celle d'un congé de paternité exclusif au papa. Alors, depuis 10 ans, les pères ont droit à 5 semaines, à 70 de leur salaire. C'est une mesure qui est extrêmement populaire et on peut le constater dans un sondage qui a été fait il y a 2 ans, en 2014, sondage léger qui disait que 9% des pères se sentaient utiles dans leur rôle de père. Il y avait 69% des pères qui disaient qu'ils resteraient volontiers à la maison et 56%, eux, disaient que s'ils avaient une proposition du job de rêve, bien, ils la refuseraient si ça impliquait qu'ils devaient s'occuper un peu moins de leur famille. Alors, on a un nouveau prototype de père québécois, j'en ai 2 dans le reportage que je vous ai préparé. En 30 ans de carrière, l'auteure québécoise de théâtre jeune public, Jasmine Dubé, a toujours su témoigner de son époque. Sa plus récente pièce, Papoule, raconte l'histoire d'un père coq qui s'occupe des enfants à la maison pendant que la maman travaille à l'extérieur. On les voit de plus en plus, les pères aussi, avec les enfants. Moi, quand je vais dans les écoles, il y a souvent des parents qui accompagnent les enfants. Les pères sont plus présents, ce que je voyais moins il y a 20 ans, par exemple. Manuel Gasse correspond à cette image de papa poule. Pour s'en convaincre, il suffit de lire son livre « Les petites têtes », dans lequel il fait le récit mouvementé de sa vie de père à la maison. Je suis quelqu'un qui adore ses enfants, qui ferait n'importe quoi pour eux. En même temps, je suis quand même autoritaire. Je retiens ça de mon papa. Je suis un papa très présent aussi parce que je travaille à domicile, je suis musicien, je suis auteur-compositeur, donc je suis tout le temps là. Manuel Gasse a eu son premier enfant en 2006, l'année
où un régime de congé parental unique en Amérique du Nord a été mis en place par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité du Québec. Les pères ont droit présentement à 5 semaines de congé de paternité qui leur sont exclusives. Elles sont donc réservées aux pères, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas, s'ils ne les prennent pas, elles sont exclues, ils ne peuvent pas les transférer à la mère. Autre incitatif, le père reçoit 70 % de son salaire durant son congé. En 10 ans, le pourcentage des pères qui se sont prévalus du congé parental est passé de 32 à 79 %. C'est maintenant généralement acquis que lorsqu'un travailleur annonce à son employeur qu'il va avoir un bébé, qu'il va être père, qu'il devra s'absenter quelques semaines dans cette première année-là. Cette ouverture-là des milieux de travail se répercute aussi plus tard dans la vie de l'enfant, lorsque le père doit s'absenter lors de maladie de son enfant ou lors de congés scolaires, par exemple. Jocelyn Desjardins, père de 5 enfants, travaille pour le syndicat des métallos, dont les 3/4 des membres sont des hommes. J'en ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup d'enfants. C'est sûr que les politiques de congés parentaux sont venus aider, je pense, à la natalité. Je pense que ça a convaincu certaines personnes de faire confiance à la vie un peu plus que si ces politiques n'avaient pas été là. Pour Jocelyn Desjardins, il ne fait aucun doute que le temps de qualité passé avec ses bébés naissants l'a transformé au point de renoncer à se présenter en politique alors que cette ambition le dévore. Cette passion-là m'habite, puis un jour ou l'autre, j'aurai à faire ce choix-là. Mais je veux jamais me placer en situation où je ferai le sacrifice de la famille, ça jamais. Au Québec, l'ère du père manquant semble donc révolue. Les hommes endossent leur paternité avec ce que ça comporte de sacrifices à consentir et de tendresse à assumer. En fait, je suis bien là-dedans parce que je suis heureux à la maison. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un enfant qui fait quelque chose. Il y a toujours il y a de l'action ici, là. Ça n'arrête pas et ça emplit le cœur et l'âme. C'est sûr qu'on n'a pas le même sommeil qu'avant, on ne fait pas autant de voyages qu'avant, on ne fait pas autant de sorties. Par contre, tous ces petits moins-là sont tellement éclipsés par les plus, qui est juste d'avoir cet amour infini-là pour nos enfants. T'sais. Vous avez vu le petit Québécois, qu'est-ce qu'il fait quand il fait du sport avec son père? Il joue au hockey. C'est comme ça que vous dites, Claude. Bon, est-ce qu'on peut dire... Oui, avec le H, là. Ah bon? Hockey! Hockey. OK. Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle... C'est ça! Que la nouvelle paternité dont vous venez de parler est devenue paternité assumée, hein, on a bien compris, est devenue un sujet à la mode chez vous, là-bas, au Québec? On pourrait dire, William, parce que, bon, on publie beaucoup sur le sujet. Je vous parlais du livre de Manuel Garce, qui d'ailleurs s'offre très bien pour la fête des pères. Il y a la pièce, hein, Papoule, mais il y a aussi d'autres livres, des essais, des témoignages, des livres de groupe. Il y a des blogs, évidemment. Les hommes aiment partager leur expérience de père. Il y a aussi une web comédie situation, là, qui a été mise en ligne, qui s'appelle Le Fiston, puis la suite, ça a été Papa. C'est Mathieu Roberge qui écrit ça d'une façon très humoristique et décapante. Il y a aussi des groupes qui ont été formés pour justement continuer le travail, à faire en sorte que les Québécois assument bien leur rôle de père. On a même un gala de la paternité et une semaine de la paternité. Oh. Alors, on est en plein dedans. Une 50aine de municipalités ont des activités et ça va culminer, évidemment, avec la fête des pères dimanche. Ça mettra un terme à la 4e édition de cette semaine de la paternité. Vous voyez, on est papa ou on ne l'est pas. Oui, ça, on ne connaît pas ça chez nous, hein, la semaine de la paternité. Bon, merci beaucoup, Claude, et bonne fête des pères, si c'est le cas. Et à très bientôt. Merci encore. Ben oui, absolument. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, pour la suite du voyage, on fait escale au Sénégal. Tout à fait autre chose. On nous attend là-bas Gérard Grisbeck, notre correspondant. Le rôle du père là-bas est très éloigné de celui que l'on connaît au Québec et en France. Vous allez voir que l'éducation est avant tout une affaire collective, l'affaire de la famille. Tout le monde s'y met. Et pour bien comprendre, il faut quitter la capitale. C'est bien ça, Gérard. Bonjour.
Oui, William, vous avez raison. Bonjour à tous. Effectivement, il faut s'éloigner de Dakar pour voir ce que c'est qu'une famille traditionnelle ici au Sénégal. Il faut s'éloigner des grandes villes parce que à Dakar, capitale du Sénégal, comme dans toutes les grandes villes du monde, eh bien, les familles sont plutôt traditionnelles. C'est le père, la mère et les enfants. Le père travaille le plus souvent, la mère est à la maison, elle s'occupe des tâches ménagères. De ce point de vue, au Sénégal, c'est un peu comme ça aussi. Donc il faut s'éloigner des grandes villes pour voir ces familles traditionnelles. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés à 3 heures de route ici de Dakar, donc dans ce Sénégal classique, tel qu'il existait partout dans le pays il y a à peine 20 ans, mais qui commence à changer ici dans la capitale. Eh bien, dans ce Sénégal traditionnel, les gens vivent de façon communautaire. Ce sont des familles au sens large du terme. Ils sont une vingtaine, chacun dans son coin, dans sa maison. Et les tâches sont absolument partagées. Ce n'est pas simplement le père biologique et la mère biologique qui élèvent l'enfant, mais c'est toute la communauté. Vous allez voir ce reportage que l'on a réalisé avec Frédéric Cranc et Papsec. Ici, la chaleur est accablante toute l'année. Dans ce village de Diadiak, à 3 heures de route de Dakar. Nous sommes en pays sérère, une des 16 ethnies du Sénégal. Un peuple de cultivateurs et d'éleveurs qui doit travailler dur pour vivre dignement. Et le doyen du village, c'est lui, Silmang Maron, 94 ans, ancien tirailleur sénégalais. Il a participé à la libération de la France en 1944. L'homme nous raconte sa jeunesse dans le village. Il fallait alors monter à cheval pour communiquer des nouvelles. Aujourd'hui, il suffit d'allumer la télévision ou son téléphone portable. Une seule chose n'a guère changé, l'éducation des enfants. Ici, tout le monde éduque les enfants, tout le village. Ça a toujours été comme ça. Autre image immuable, la préparation du repas est une affaire de femmes. Tenang prépare un riz au poisson. Toujours les mêmes ingrédients, le même plat. Les hommes travaillent dans les champs. Les femmes restent à la maison pour les travaux ménagers. C'est notre tradition et c'est très bien. Ce qui étonne ici, comme partout en Afrique, c'est l'explosion démographique. Au Sénégal, le taux de fécondité est de 5 enfants par femme. Ce qui pose évidemment des problèmes d'autorité. L'adulte, parent direct ou non, intervient chaque fois qu'il le juge nécessaire et souvent avec fermeté. Moi j'ai rien fait. On a donné des biscuits à une petite fille et il l'a frappée pour lui prendre. Pourquoi il a fait ça? C'est pas à lui de faire la loi. Ici, tout le monde corrige. Même moi, si je fais ce qui n'est pas bon, mon autre père vient pour me corriger. Ce n'est pas seulement mon père ou ma mère. C'est une surveillance collective. C'est une surveillance collective pour toute la population. L'appel à la prière rythme aussi la vie du village, dans un pays à grande majorité musulmane. Chaque après-midi, les hommes se retrouvent sous le pench, comme on dit ici. En somme, un arbre à palabre. Et la palabre ici va bon train entre les anciens et la nouvelle génération. Si un enfant fait une bêtise, tu dois lui parler. Si ça ne marche pas, tu dois le frapper. Ça doit lui servir de leçon et ça doit servir d'exemple pour les autres. Mon enfant ou l'enfant d'un autre, c'est toujours mon enfant. Si l'un d'eux est mal éduqué, c'est un gâchis pour tout le monde. Un discours qui visiblement est partagé par les femmes. Souvent, je suis occupée à la maison et mes enfants jouent dans la rue. Si à un moment, j'entends qu'ils se font corriger par quelqu'un, ça me rassure. En cette fin d'après-midi, c'est maintenant la cérémonie du thé, l'ataya. Moment de convivialité où les hommes qui parlent au nom des 24 familles du village vont encore palabrer en dégustant ce thé vert, sucré, très sucré. Extrêmement sucré, effectivement. Gérard, cette éducation communautaire, on vient de le voir, est-ce que c'est une particularité sénégalaise ou est-ce que c'est le cas dans tous les pays d'Afrique, francophones ou pas d'ailleurs?
Oui, William, en fait, c'est partout pareil en Afrique, c'est-à-dire hors de l'Afrique urbanisée, hors des grandes villes, eh bien, dans ces villages traditionnels, c'est vrai dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai dans l'Afrique de l'Est également, les gens vivent de façon communautaire, avec des familles au sens large du terme, tout le monde élève les enfants, les pères, et puis également les oncles, ce qu'on appelle communément ici les tontons. Vous avez vu d'ailleurs dans le reportage qui sont souvent élevés à la dure. Tout le monde a le droit de corriger un enfant lorsqu'il fait une bêtise. C'est une responsabilité collective. Et de ce point de vue, effectivement, c'est une grosse différence avec ce qu'il existe aujourd'hui en France. Bien sûr. Merci beaucoup, Gérard. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'Internet est devenu le nouveau terrain de jeu des papas. Julia, est-ce qu'on peut même dire que grâce au web, ils s'expriment peut-être plus qu'autrefois, non ? On peut le dire, oui, en effet, ils sont de plus en plus présents sur le net pour s'inscrire vraiment dans cette volonté de redéfinir la place du père dans la parentalité de manière générale. Et c'est sur le net qu'ils ont trouvé le moyen d'exister, de parler, de se retrouver et de se faire entendre. Et donc, du coup, ils ont des espaces bien à eux. Parce qu'autrefois, sur Internet, vous aviez des blogs de mamans. Et bien, presque la moitié des inscrits étaient des papas. Mais c'était des blogs de mamans pour les mamans, par des mamans. Donc, ils ont eu besoin vraiment de définir leur espace et de créer leur propre blog. Et donc sur ces blogs, le ton il est différent, il est plus léger, beaucoup plus d'humour, et puis les références culturelles, elles sont plus masculines. Alors ces blogs, ils s'appellent Voilà Papa, Papa Online, Fatherly, Papa Lion, Papa Poule, et ils vont vraiment se retrouver et communiquer. Alors, qu'est-ce qui va les préoccuper finalement? Le top 3 des sujets qui reviennent le plus fréquemment, c'est d'abord le fait de ne pas réussir à concevoir, le fait de ne pas pouvoir se sentir prêt à devenir papa et la sexualité. Ça, c'est les 3 points qui vont vraiment faire réfléchir et parler les papas. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre sur Internet? Vous avez aussi des sites comme ibb.fr. Ça, c'est un papa qui l'a créé. C'est vraiment celui qui est le plus connu et le plus consulté. Puis, vous avez un site qui s'appelle daddycool.paris.fr. Alors ça, c'est vraiment pour les papas fun qui veulent sortir, qui veulent faire des choses. Ça leur est uniquement réservé. C'est un site fait par les papas pour les papas. C'est pas gnangnan. Vous pouvez aussi bien trouver des choses pour sortir qu'une bonne adresse pour vous faire la barbe pendant que vos enfants peuvent s'occuper. Est-ce qu'ils se donnent des conseils les uns les autres? C'est un apprentissage, être père. Ils se donnent énormément de conseils. Ils réseautent, comme on dit. Donc, ils se parlent entre eux, ils se rassurent. Et c'est vraiment une communauté qui se crée sur ces sites, oui, tout à fait. Bien sûr. Bon. Alors, les papas du web, est-ce qu'on peut parler d'effets de mode, autrement dit, c'est provisoire, voire même de phénomènes, puis ça va peut-être se calmer? Alors, on peut parler d'un phénomène quand même, William. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout ce qui marche sur le web, normalement, les buzz, c'est les chatons. Vous savez, les petits chatons mignons, les petits chats. Dès qu'il y a un chaton quelque part, c'est l'hystérie collective. Eh bien, figurez-vous que les papas sont en passe de devenir presque les nouveaux chatons du web. À partir du moment où vous avez une photo avec un papa et son enfant, connu ou pas connu, ça fait craquer toutes les internautes. C'est des likes et des buzz pas possibles. Ça marche du feu de Dieu. Alors malheureusement, qui dit phénomène, qui dit dérive aussi sur Internet, et c'est un peu le problème du web à chaque fois. La dérive, ce sont les tests de paternité, William, qui se banalisent énormément sur Internet. En France, ils sont totalement illégaux, totalement interdits, hors cadre juridique. Du coup, ces papas, ils vont les acheter sur les sites Internet, et aujourd'hui, ce sont des sites étrangers. Et 60% des clients de ces sites, ce sont des Français. Alors, prélèvement douteux, déontologie limite, les prix sont très élevés, donc prudence et gare aux arnaques. Bon, merci beaucoup, Julia. À plus tard. Allez, changement de décor. Direction l'Amérique du Sud maintenant, à Medellín. Medellín, en Colombie. Alors là-bas, être père de famille, ça s'apprend. Et certains d'entre eux n'hésitent pas à prendre des cours pour se mettre à jour, vous allez voir. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec Sarah Nabli, notre correspondante sur place. Sarah, si j'ai bien compris, vous avez rencontré une famille dont on peut dire que c'est une famille nouvelle génération. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on entend par là? Bonjour, Sarah. Bonjour William et bienvenue chez la famille Ruiz. Ici, les rôles sont bien répartis. Tous les matins, Juan s'occupe du petit déjeuner pour sa femme Angela et leur fils Geronimo de 22 mois. Attends un peu que ça refroidisse. Mange ton fromage, tes saucisses, tes œufs. Mais c'est un jour exceptionnel pour ce papa. Sa rentrée des classes à l'école des parents. Un peu perdu face à certains comportements de son fils, Juan a décidé de suivre une formation. Il existe beaucoup de théories sur l'éducation. Comment réagir face à un caprice, sur ce que l'on doit dire ou faire avec les enfants. Et nous voulons suivre une seule méthode, sinon nous pouvons nous éparpiller et nous perdre avec toutes ces informations.
Direction l'école des parents, créée par leur pédiatre. Tout est prévu pour garder Geronimo. Les parents n'ont plus qu'à prendre des notes et écouter la psychologue infantile. Au programme, la discipline positive. L'affection, une caresse, un câlin, un bisou mais réciproque, c'est ce qui rassure les enfants. Ils ont besoin de se sentir aimés pour leur développement personnel. Elle nous explique comment mettre en pratique ces connaissances. Elle nous donne des astuces pour éduquer notre fils tout au long de sa vie et face à certaines situations. Ouverte en avril dernier, l'école connaît un véritable succès. Une réponse aux besoins des parents à la recherche de bons conseils. La majorité des cours portent sur les comportements des enfants, parce que certains deviennent de vrais tyrans, et les parents ne savent pas quoi faire. À cause de la société de consommation, l'accélération du rythme de vie, ce n'est plus comme avant. Mais ce qui fonctionne le mieux en Colombie, ce sont les écoles de parents créées par les parents eux-mêmes. Une mode lancée sur les réseaux sociaux. Julie et Pandora organisent des ateliers, aujourd'hui sur le portage des bébés, et ce n'est pas une mince affaire pour les pères. D'abord la démonstration. Quand elle est dans cette position, sans jamais la lâcher, regarde, avec cette main, je la tiens bien, tu enfiles le porte-bébé. Ensuite, la pratique. Prends sa jambe, prends la ceinture du porte-bébé et ensuite tu soulèves. C'est ça, la jambe de Julieta. Je peux ainsi aider sa mère pour qu'elle se repose, la décharger un peu du poids qu'elle porte tous les jours, mais j'aime surtout pouvoir sentir ma fille tout près de moi. Ce genre d'atelier se multiplie un peu partout en ville, chez les classes moyennes et les classes aisées. Mais bien sûr, dans les campagnes, la Colombie reste un pays traditionnaliste, voire machiste. Les femmes restent à la maison pour s'occuper des enfants, les pères travaillent. Et un ami me racontait même que les gens sont souvent surpris dans la rue de voir des papas comme ici porter leurs enfants, voire même un papa seul qui irait chez le pédiatre sans la maman. Mais je pense que c'est un peu comme en France, les mentalités changent petit à petit chez les nouvelles générations. Traditionnaliste, voire machiste, mais à peine. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. Retour en France à présent avec Isabelle Martinet. On va faire un point sur l'évolution de la place du père de famille ici en France. Et pour commencer, est-ce qu'on pourrait décrire les papas aujourd'hui? On dirait quoi? Alors, pour décrire les papas aujourd'hui, on va dire qu'ils s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants et dans la mesure du possible font équipe avec la maman pour les élever convenablement. On a affaire à des pères aimants et investis. Quoi, c'était pas le cas autrefois? Alors, disons qu'ils étaient moins papa-poule, mais surtout, c'est le statut du chef de famille, du père, qui a vraiment connu un réel bouleversement. Pendant des siècles, la famille a été basée sur l'autorité du père tout-puissant. C'est le pater familias qui assurait la vie sociale et économique d'une famille plutôt soumise. Seule la mère s'occupait des enfants. Mais par exemple, il était inimaginable qu'un homme assiste à l'accouchement de sa femme ou de se marier sans le consentement de son père. La Révolution va un peu bousculer cette autorité. Progressivement, la société va évoluer vers plus de liberté. Par exemple, fin du joug paternel à la paternité, interdiction des mauvais traitements aux enfants. Puis les femmes vont travailler, devenir autonomes. Et en 1970, ça sera la fin de la toute-puissance paternelle au profit de l'autorité parentale partagée. Et depuis 2002, on parle même de coparentalité. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire qu'on essaie de formaliser la responsabilité commune des parents dans une cellule familiale qui a changé. Parce qu'aujourd'hui, avec des parents mariés, pacsés, divorcés, la famille peut être traditionnelle, elle peut être recomposée, elle peut être aussi monoparentale. Donc, pour s'y retrouver, le législateur favorise l'intérêt supérieur de l'enfant en donnant une place à chaque parent pour que chaque parent puisse jouer son rôle. Alors, et du coup, quel est le rôle du père ? Bien, en fait, quand on réfléchit, c'est exactement le même depuis toujours. Alors, le père, il transmet... tout ça pour mais ça parce que il y a le rôle et puis il y a la façon de le jouer. Le rôle du père, c'est le même depuis toujours. Oui. Il transmet la filiation et il éduque. Éduque au sens latin du terme, c'est-à-dire educare, guider, conduire au dehors de quoi? De la fusion mère-enfant. D'accord, le père n'accouche pas. Mais justement, le père, c'est celui qui s'interpose entre la mère et l'enfant pour que l'enfant puisse se construire en dehors de la symbiose maternelle.
concrètement, c'est le père qui initie aux règles de la société et à ses interdits. C'est lui qui va insuffler de la confiance. C'est lui qui va inculquer la mesure et la prise de risque. C'est bien de vous l'entendre dire. Mais c'est une réalité. Insistez là-dessus. Et il est physiquement fort, donc il protège. Donc il a un rôle essentiel, c'est un modèle pour l'enfant. Et ce rôle, il est extrêmement important dans le triangle familial. Et ça n'a pas changé. Bon. Et l'équilibre avec la maman. Alors c'est là, justement, c'est là toute la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on partage les tâches. Oui, les papas donnent le bain, le biberon, c'est très bien. Pas toutes, hein, franchement. Pas toutes, c'est vrai. Tous les papas ne donnent pas le bain ou le biberon. De toute façon, tous les papas descendent pas la poubelle. Non plus. Ça serait pas mal qu'ils y pensent. Tous les papas font pas les courses. Non plus, ça serait pas mal qu'ils y pensent. Tous les papas vont pas chercher les enfants à l'école. En attendant. Je peux vous faire la liste. Hein. Oui. Mais de toute façon, même s'ils font des efforts, un papa, c'est pas une maman bis. Donc il faut qu'aujourd'hui le père arrive à trouver sa place dans une famille qui est un peu en mutation. Et ça se travaille en équipe. C'est essentiel. Entre le papa et la maman. Et les familles séparées. Vous vous souvenez des tartes à la crème des années 90-2000, les familles recomposées? Alors, les familles séparées. Ou décomposées, c'est comme vous voulez. Hein. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est encore plus délicat. Si on s'en réfère aux chiffres qui concernent les familles séparées, eh bien, le parent absent, généralement le père, dans 18% des cas, ne voit jamais l'enfant. Et à ce sujet-là, eh bien, les psys sont unanimes. L'absence de père peut rendre l'enfant instable, agressif, anxieux. La mère qui a majoritairement la garde des enfants ne peut pas assumer tous les rôles. Donc la priorité, c'est que chaque parent préserve l'image de l'autre et accorde à l'autre du temps avec l'enfant. Est-ce que la loi aide les pères ou un peu moins qu'avant? La loi aide les pères et de plus en plus. D'abord, un père non marié, s'il reconnaît son enfant à la naissance, peut exercer son autorité parentale. Ensuite, il a droit à un congé naissance de 3 jours. Il peut prendre un congé de paternité de 11 jours. Et enfin, ça c'est le plus nouveau, il peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, c'est-à-dire réduire ou interrompre son activité professionnelle pour élever son enfant jusqu'à son 3e anniversaire. Allez, une petite dernière pour la route. Si les pères s'occupent davantage de leurs enfants, est-ce qu'ils font des choses que les mères ne font pas? Oui, évidemment. Par exemple, c'est un grand classique, la couche à l'envers, mais bon, ça s'arrange avec un peu d'entraînement. Il y a d'autres choses aussi. Généralement, les pères sont assez doués, pour laisser les enfants manger un peu n'importe quoi. Vous en avez certains qui veulent absolument apprendre les règles du foot à leurs filles, qui s'en moquent complètement. Vous en avez d'autres qui insistent pour que leurs ados les acceptent comme amis sur les réseaux sociaux. Tout un tas de choses comme ça qui sont, évidemment, c'est un peu caricatural, mais c'est aussi une réalité. Et justement, c'est pour cela aussi que les enfants aiment leur père. Merci. C'est une bonne conclusion, finalement, pour nous. Je crois. Merci beaucoup. Vive les papas. Isabelle. Allez, pour la fin du périple, on part à Rome. Et en Italie, vous vous en doutez, les pères de famille ont la réputation de ne pas trop, en tout cas, c'est peut-être une tarte à la crème, ça aussi, c'est peut-être une évidence, mais bon, c'est un cliché, je ne sais pas. Ils ont la réputation de ne pas trop se soucier de la vie quotidienne. Alors les couches, les biberons, les devoirs, très peu pour eux. On laisse ça à Supermam. Hein. Mais François Baudonnet, apparemment, va vous dire que les choses évoluent. Alors François, entre papa macho et papa gâteau, est-ce qu'il y a moins d'écart qu'autrefois? Buongiorno. Oui, buongiorno William. Alors c'est vrai que les pères italiens viennent de loin et vous avez raison William de parler de la mamma parce que forcément eh bien, le papa italien c'était l'autre versant de la pièce de la mamma dans un couple. Autrefois ici le père italien c'était celui qui avait l'autorité, qui ramenait l'argent à la maison et la mamma eh bien, elle s'occupait de tout le reste, elle donnait de l'amour aux enfants et elle s'occupait de la maison. Alors après les années 70 eh bien, tout cela a changé totalement William. Le père italien a perdu de son autorité. Il est devenu un copain avec les enfants, avec l'enfant d'ailleurs qui est devenu un enfant roi. Alors depuis maintenant 10 ou 20 ans, eh bien, les pères italiens essayent, j'ai envie de dire, de remonter la pente. Ils ont un peu de mal, ils essayent de retrouver de l'autorité. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans une même famille italienne, eh bien, il peut y avoir 3 modèles de pères qui cohabitent. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon et Élise Laperdrie. Chaque dimanche midi, la famille Pellicciardi va déjeuner chez Mamie Francesca et Papi Ferdinando. Le grand-père apporte les paquets en cuisine
et disparaît aussitôt. Tout le monde est autour de mamie, sauf lui. Il est d'ailleurs hors de question qu'il soit là. Mon mari prend trop de place. Je veux être libre dans ma cuisine. Et de toute façon, cuisiner, c'est pas son truc. Ce qu'il aime, c'est manger. Le fils Fabio, c'est tout le contraire de son père. Il ose même reprendre la mamma sur la taille des pâtes maison. Plus large, plus large. Maman, coupe-les plus large, je te dis. Oh, tu exagères. Voilà, tu y es. Dans la famille Pellicciardi, il y a le grand-père Ferdinando, le fils Fabio et le petit-fils Giordano, le gendre Paolo et Lenny, le petit dernier. Et pendant que Fabio, 44 ans, aide à préparer le déjeuner, Papy Ferdinando, lui, attend tranquillement l'heure du repas avec ses petits-enfants. De toute sa vie, il n'a jamais participé aux tâches ménagères. Moi, je suis de la vieille école. Je travaillais toute la journée. C'est ma femme qui s'occupait de la maison. Et quand je rentrais, tout était prêt. Et je dois dire que c'était vraiment agréable. Mais s'il y a bien une chose dont le grand-père s'occupe personnellement, c'est l'attribution des places à table. Voilà, la maman, à côté du petit, là-bas. Être en bout de table, c'est ma place. Comme ça, je vois tout le monde me voit. Et regardez, en face de moi, au bout, il y a le plus petit. Il a 8 mois seulement. Et même si le rôle du père a profondément évolué ces dernières années, les 3 hommes de la famille sont d'accord pour dire qu'il reste essentiel. C'est à nous de donner le bon exemple. Il faut apprendre à nos enfants comment bien vivre. Il faut montrer à nos enfants que le père est une figure importante, à respecter. Où qu'ils aillent, les enfants doivent se sentir en sécurité avec leur papa. Et au dessert, pendant que sa femme reste dans la salle à manger, Papy Ferdinando en profite pour aller faire un petit tour en cuisine. Moi, j'aime beaucoup faire le café. Ça me demande très peu d'efforts. Je n'ai qu'à appuyer sur le bouton et voyez, le café est prêt. C'est un travail qui me convient tout à fait. Ça ne demande aucune réflexion. C'est parfait pour moi. Ferdinando est donc l'exemple typique du papa italien à l'ancienne. Son fils, lui, en participant aux travaux ménagers, est plus moderne. Tous deux représentent l'évolution de la société italienne. Ils sont terribles, ils nous ont cassé tout le travail, les jeunes, là. Ils débarrassent, mais il est fou, celui-là, dites-lui de ma part. Bon. François, le papa italien, il est différent du papa français ? Ben finalement, pas tant que ça en fait, hein, parce que si on regarde les statistiques, il existe des statistiques en Italie qui sont comparables avec les statistiques françaises. On se rend compte que par exemple que 90% des pères italiens ne font jamais le lavage, et c'est à peu près le même chiffre pour la France. Ouais, ouais. Alors les pères italiens sont peut-être un peu plus en avance pour un point, c'est dans leur relation avec les enfants. Ils jouent plus avec eux, ils sont un petit peu plus papa gâteau. Et puis la loi italienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est aussi en avance, parce que figurez-vous qu'il existe ici en Italie une possibilité pour les femmes qui ont un enfant la première année, eh bien, de travailler 2 heures de moins chaque jour pour allaiter leur enfant. Oui. Ça c'est pour les femmes, mais en Italie, eh bien, les pères peuvent également prendre ces 2 heures par jour pour allaiter l'enfant. Ah oui. Dernière question, François. Comment les enfants appellent-ils leur père en Italie? On dit papa comme chez nous ou autrement? Alors c'est vrai, William, vous avez raison, hein, la plupart du temps on dit papa. D'ailleurs c'est un mot français en fait, les Italiens ont adopté le mot papa à la fin du 19e siècle. Mais après ce qui est intéressant, c'est que pour ce mot-là, il y a comme pour beaucoup de choses en Italie, des particularités locales. Alors par exemple en Toscane, papa se dit babbo, dans la région de Milan on dit bouba, et dans le sud, dans la région de Calabre, on dit papou. Alors il y avait aussi un autre mot dont on ne parle plus maintenant beaucoup aujourd'hui, c'était papy pour dire papa, mais c'était le mot qu'utilisaient, vous savez, toutes ces jeunes femmes qui étaient autour de Silvio Berlusconi. Alors on n'utilise plus ce mot aujourd'hui parce qu'on sait maintenant que ces jeunes femmes n'étaient pas ses filles. Non, ses nièces, on va dire, avec des guillemets. Et puis dans certaines régions, on dit padrino. Voilà. Une grande famille. Padrino, c'est le parrain. C'est vrai aussi. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est une autre idée, ça aussi. Oui, c'est un peu différent. Bon, ciao. Merci.
Merci Ciao, François. William. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, l'émission touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants d'être partis à la rencontre des papas aux 4 coins du monde. La semaine prochaine, autre thème. Si je vous dis barbecue, pétanque, apéritif et paire de tongs, vous avez deviné. À l'approche de l'été, on vous proposera un tour d'horizon des campings du monde entier. Comment ce type de vacances est-il perçu dans les autres pays? Est-ce que ça existe d'ailleurs partout? Est-ce qu'il y a des campings insolites ailleurs dans le monde? La réponse est oui. Et c'est ce que nous verrons à Dubaï. Oui, vous n'y allez pas souvent faire du camping, et pourtant, aux États-Unis, nous irons également en Inde, puis en Espagne, et à chaque pays son camping, si j'ose dire. Alors, à samedi prochain. Tes matins, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. On se quitte avec une petite séance de rattrapage. Bon week-end.